fonctions sont effectivement des fonctions de nature professorale, mais je suis, après avoir dirigé l'unité de recherche en sciences humaines et sociales de Gustave Roussy, retourné dans le monde purement académique à travers l'unité INSERM 1123, qui est une unité d'épidémiologie, qui est une unité mixte, et donc étant à Paris Diderot, par ailleurs, je dirige donc ce diplôme, tout ça dans un empilement de contrats un peu baroques et peu habituels. Mais enfin bon, à mon âge, effectivement, on me dit que je suis professeur, et finalement j'arrête de démentir parce que c'est comme ça. Puis je l'ai été par le passé, professeur associé. Donc voilà quand même pour que les choses soient tout à fait claires. Alors j'ai pensé, à l'invitation d'Agnès que je remercie, présenter différents éléments. Alors voilà un petit peu dans la lignée de ce que nous a montré notre collègue Francesca sur les données linguistiques et données en linguistique. Voilà, données de santé et données en santé, biologiques et autres. Et je voudrais montrer comment eh bien, cette partie qui est hors sujet du développement du programme scientifique du séminaire et de Common Data a une influence tout de même décisive sur le cycle de vie des données. Donc ce hors sujet, c'est le caractère personnel des données qui est inévacuable dès qu'on parle évidemment des questions de données de santé. Alors, première chose, on est dans un format séminaire, donc ma présentation va surtout présenter des use cases, des cas de figure, mais en faisant ma petite enquête lexicographique précisément sur la notion de données, eh bien, j'ai compris en fait que les définitions des dictionnaires en français, pour l'essentiel, décrivaient quelque chose qui correspondrait au datum, en fait, c'est-à-dire à ce qui est le donné de sensible à l'expérience, des choses comme ça, qui sont des notions très abstraites, très philosophiques. Et voilà. Alors en se tournant vers les définitions de dictionnaires anglais, américains en l'espèce, alors là on a finalement une matière qui est très très intéressante et sur le plan qui est très suggestive, hein, avec cette notion d'information factuelle comme une mesure ou une statistique utilisée comme base d'un raisonnement, d'une discussion ou d'un calcul. Bon voilà, ça sont des choses qui ont été évoquées. C'est une forme de données. La notion de données, évidemment, et en fait les exposés de ce matin le montrent bien, n'est pas une notion univoque. Il y a cette notion d'information qui sort d'un dispositif, d'un capteur, hein, et qui inclut des informations à la fois non pertinentes et redondantes qui doivent être traitées pour être rendues signifiantes. Là, on a quand même quelque chose qui commence à s'approcher d'une définition très intelligente et très éclairante et très opératoire de ce que c'est que la donnée au sens où l'entendons en matière scientifique. Et puis, bon, ensuite, en 3, c'est cette notion classique, je crois, très proche, là, du coup, de ce que raconte, par exemple, Serge Abitboul dans sa conférence inaugurale de la chaire d'informatique et de sciences numériques au Collège de France, qui est sur Internet et qui est vraiment, pour les profanes, en informatique et en sciences des données, extrêmement intéressante. Donc, lui, c'est sur ce 3 qu'il fait la distinction entre données et information au sens vraiment des informaticiens. D'où on peut tirer cette définition peut-être un petit peu générale, mais qui peut éclairer de la donnée comme unité d'information ou unité de contenu, en tout cas plus ou moins élémentaire pour les questions qui ont été très bien expliquées par Francesca avec la donnée de l'un, l'information de l'un qui devient la donnée de l'autre. Hein. Donc il y a une question de granularité il y a aussi une autre question qui, à mon avis, est centrale, c'est cette notion d'être susceptible de faire l'objet d'un traitement. Je pense qu'en réalité, ce que nous voyons montre que la donnée est inséparable du traitement, susceptible d'un traitement, parce que je ne sais pas toujours d'avance quel traitement il va y avoir, mais le traitement détermine la donnée, en fait, il la constitue. S'il n'y a pas de traitement ou pas de traitement envisagé, il n'y a pas de donnée. Alors, j'arrive sur le sujet des données de santé et données en santé. Donc, en matière de santé et de recherche scientifique dans le champ de la santé, il y a de la manipulation de données qui sont totalement non spécifiques, qui sont des données, en radiologie, on fait du traitement du signal, de la physique, on fait de la chimie ailleurs, de la biologie fondamentale également, toutes sortes de données qui sont des données manipulées, utilisées, qui circulent, qui sont consubstantielles aux activités de santé, mais qui ne sont pas des données de santé, au sens où on parle de données qui sont issues de la clinique ou de la recherche sur l'être humain
et qui concernent la santé d'une personne, et dont le traitement, non pas de la personne mais de la donnée, obéit de ce fait à des contraintes normatives qui sont extrêmement lourdes et précises et qui sont en réalité de deux ordres. Le premier corps de normes qui va s'imposer sur les données de santé, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en précisant que c'était hors champ de la problématique, c'est tout ce qui concerne la protection des données personnelles, qui est en réalité la protection des personnes relative à l'utilisation ou au traitement des données les concernant. Et puis il y a un autre corps de normes qui, lui, pèse également sur la collecte des données. Lorsque j'ai utilisé traitement tout à l'heure, je le prends au sens là assez proche des informaticiens, je crois, en tout cas du législateur sur les lois informatiques et liberté et autres, traitement égale toute manipulation de la donnée, y compris la collecte. Hein. La collecte est un traitement. C'est des choses qui sont compliquées à comprendre souvent pour les chercheurs. Moi, j'appartiens au comité d'évaluation éthique de l'INSERM, donc on va passer tous les projets qui nous sont soumis, donc une centaine par an, qui sont des projets qui ne sont pas des projets régis par la réglementation sur les essais cliniques, mais qui posent des problèmes de ce type. Et voilà, il y aurait encore beaucoup de pédagogie à faire sur ce qui est un petit peu à la marge de ce qu'on entend par recherche en santé. Donc, donc le règlement, en gros, protection des données personnelles, et puis le règlement maintenant relatif aux essais cliniques de médicaments et la part qui n'est pas régie par le règlement européen et qui relève de la loi de 2012 en France. Alors je suis tombé aussi sur cette image du cycle de données par le UK Data Service, qui est très connu, très utilisé. Voilà, en réalité, la totalité des données de santé, enfin ou plus exactement la totalité du cycle de vie de la donnée de santé est impactée par ces contraintes normatives qui sont extrêmement fortes et qui pèsent sur la donnée initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous voyons passer, par exemple, au comité d'évaluation ici de l'INSERM, un projet qui porte sur, voilà, c'est une étude rétrospective sur données, ce sont des données qui ont été collectées auprès de personnes en garde à vue. Donc, dans une situation quand même un peu particulière, assez sensible, hein, personnes privées de liberté, donc spécialement protégées. Et il s'agit là simplement dans les dossiers d'aller retrouver les indications qui portent sur les détournements de médicaments. Bon, effectivement, ça a un grand intérêt en termes de santé publique de savoir quel est le taux à peu près comparé à des études analogues. Mais la question qu'on se pose, oui, évidemment, immédiatement, c'est bon, mais c'est très bien, c'est du travail sur données. Les données sont ou seront anonymisées. En réalité, on ne peut pas retrouver les gens avec ces données. Mais comment cette donnée initiale, comment la collecte initiale a été faite? A-t-elle été faite dans les règles ou pas? Et voilà. Pardon, voilà. Donc ça, c'est une question qui va immédiatement rendre possible ou impossible la poursuite de cette recherche. Si la donnée a été collectée initialement de manière fautive, c'est-à-dire sans demande de consentement ou sans information préalable de la personne à qui on pose ces questions, dans un cadre qui est quand même très normé, hein, c'est une réquisition judiciaire, il y a une question et une seule qui est posée au médecin, c'est est-ce que l'état de santé est compatible avec la garde à vue ou pas? Tout le reste, normalement, ça ne devrait pas apparaître. Donc, est-ce que cette collecte a été faite dans les règles ou pas? Ben ça, en fait, selon la réponse, eh bien, la recherche postérieure, rétrospective sur données déjà existantes va être possible ou pas possible. Donc, ça a quand même de la puissance. Alors, je voudrais montrer 3 cas ou 3 cas et demi de situations. La première, c'est justement sur les données biologiques. Alors, c'est de la biologie humaine, et en réalité, c'est de la génétique humaine. Hein. Et puis les autres, ce sont des... Pardon, je voulais commenter mon plan. Donc ce sera sur les données, sur les entrepôts de données, et ensuite sur les contraintes maintenant qui vont devenir quasiment obligatoires de data sharing pour la publication. Donc voilà une base. Alors il y en a plein comme ça en fait. Hein. Donc c'est une base de modèles génétiques. Là j'ai choisi donc des choses qui concernent le cancer du sein à cellules claires, donc qui est 88 ou 10% des cancers du rein, pardon, du rein, pas du sein. Et là, lorsqu'on interroge la base Biomodels,
eh bien, on a la possibilité d'aller, à propos de ces questions intéressantes, les modèles génétiques. Donc les modèles génétiques en question, c'est en réalité une modélisation de l'ARN, donc qui est une expression du génome de toute ou partie des cellules, en général du génome de la tumeur en fait. Et voilà, et ça permet d'identifier des gènes à travers leur expression ARN et qui vont être prédictifs de tel ou tel type de cancer ou de tel type de survie. Donc ça a un intérêt assez direct pour la clinique, spécialement à l'heure où vous savez que la cancérologie abandonne sa vision traditionnelle qui est une médecine d'organes pour devenir une médecine dite de précision ou une médecine personnalisée dans laquelle en fait on regarde précisément la génétique de la tumeur et on envoie les substances, médicaments, molécules qui vont permettre de rectifier les anomalies qui se trouvent au niveau moléculaire et qui sont pathogènes. De telle sorte que certains médicaments comme le Glivec vont servir à des cancers qui sont situés dans le corps humain à des endroits très différents. Donc là, on est quand même sur de la science, qui est de la science. Donc ça, c'est fait avec des opérations, bioinformatiques, sur des données qui sont déjà des données en open access, mais qui ont à un moment donné été collectées sur les êtres humains. Donc on a d'un côté l'accès à la publication, dans Science. Donc, Science est une très très grande revue scientifique, évidemment une des premières, qui explique comment a été modélisé ce transcriptome de 17 cancers parmi les principaux. Et puis on peut, à partir de la même base, aller directement à la donnée la description, la modélisation en fait de cette tumeur chez un patient donné, et qui est présentée sous forme de fichier XML, et donc là entièrement ouvert à des exploitations ultérieures. Alors ça c'est un type un modèle de recherche dans lequel la question de la protection des données personnelles, elle est passée, si on peut dire, puisque tout a été fait dans les règles. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler scientifiquement sur cette donnée, qui est une donnée issue de la réanalyse par des moyens bioinformatiques de données préexistantes. Il n'y a pas eu de reprélèvement ni de réanalyse du tissu. Donc, ce qui suppose d'avoir eu avant des données qui sont proprement présentées avec des métadonnées qui permettent, par exemple en termes de survie, d'avoir l'information par rapport à tel profil moléculaire de tumeur. Là, c'est de la bioinformatique pure. Il a vécu jusqu'à quel âge après son diagnostic? Ça doit être dans les métadonnées. Autrement, la donnée, en réalité, ne permet pas le traitement et donc elle n'existe pas. Voilà donc un premier cas de figure de constitution de données et de réutilisation de données en matière de biologie humaine. Alors, il y a d'autres types de données qui existent en matière de santé, elles aussi donc soumises à des contraintes réglementaires et légales juridiques extrêmement fortes. Donc, les entrepôts de données, je voudrais présenter deux choses. L'entrepôt de données de l'assurance maladie, qui est le SNIRAM, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, en gros, c'est l'ensemble des données de l'assurance maladie, interrégime, donc c'est tout le régime de sécurité sociale. Et donc, on a là tout ce qui a été consommé et remboursé. C'est évidemment une information absolument extraordinaire, qui n'est pas taillée à la base et structurée pour être exploitée scientifiquement. Et il y a donc des recherches interfaces, si on peut dire, et des formations qui sont données par le SNIRAM pour pouvoir s'y retrouver dans cette... Alors, je ne sais pas si c'est un océan ou un... Enfin, là, c'est vraiment une base de données qui est structurée, un entrepôt de données structuré. Mais enfin, pour en tirer l'information utile à telle ou telle recherche, il y a énormément de travail. Donc là, contrainte réglementaire, en fait, on a la liste des traitements qui sont autorisés dans la délibération de la CNIL qui autorise l'entrepôt de données. L'entrepôt de données étant considéré comme un traitement lui-même. La mise en entrepôt, la constitution de l'entrepôt est un traitement autorisé par la CNIL à des fins qui sont définies. Avec des modalités d'accès qui sont... là, ce n'est pas de l'open access sur le net, on a un accès qui est très profilisé, très sélectif,
donc avec des procédures d'approbation des projets de recherche, à la fois par le comité d'éthique de la chose, installé par la PHP. Pardon, je suis où là je confonds deux diapositives, pardon. Donc une autorisation par l'Institut des données de santé, l'IDS, et puis encore une autorisation de chaque recherche sur ces données du SNIRAM par la CNIL, qui a un paragraphe spécial sur ce type de recherche. Autre entrepôt de données de santé. Donc là, on a eu toutes les informations de remboursement, mais qui sont évidemment extrêmement informatives, hein, pour l'épidémiologie, pour tout un tas de choses. Imaginez qu'on puisse connaître la consommation, enfin, c'est pas la consommation, c'est le fait de retirer chez le pharmacien, parce qu'on ne sait pas quel est le devenir en fait souvent des produits, hein, s'ils sont consommés ou pas. Mais enfin, évidemment, quand on croise tel médicament et tel médicament, ça peut apporter des informations qui sont extrêmement importantes sur le plan épidémiologique. Et voilà, la limitation de l'utilisation des données du SNIRAM, c'est les fins non lucratives. Parce qu'évidemment, vous avez une embuscade sur le territoire, les laboratoires qui aimeraient bien savoir ce qu'il advient de leur spécialité à eux, et éventuellement se servir de cette information vis-à-vis des autorités de santé pour négocier sur les prix ou sur l'autorisation elle-même. Donc là, on a des données de consommation médicale. Dans le cas de l'APHP, on a un entrepôt de données qui vient d'être autorisé et qui, lui, porte sur les données cliniques de tous les patients connus de l'APHP et pris en charge par l'APHP avec un rétrospectif assez important. Donc là aussi, ce sont des données qui sont extrêmement importantes pour l'APHP, à des fins de management médical, mais aussi pour des recherches en épidémiologie. C'est aussi quelque chose qui va avoir un intérêt. Alors ça, c'est le décret, enfin la délibération d'autorisation de la CNIL. Et voilà, il y a en particulier un intérêt extrêmement fort. Donc il y a toutes les recherches qu'on appelle non interventionnelles, donc qui ne supposent pas d'acte sur la personne, où les sujets vont pouvoir être sélectionnés à partir de ces bases. Ça va permettre aussi de faire ces fameuses études de faisabilité d'essais cliniques. La réalité des choses est que lorsque un chercheur à la PHP ou ailleurs veut faire une étude comparative entre deux médicaments, le méthodologiste va lui dire il te faut 400 sujets. Alors en général, c'est moins, c'est plutôt une centaine, tant dans chaque bras. On a les outils statistiques qui permettent maintenant de réduire un peu les volumes de gens. Et donc, quand le méthodologiste a dit ça, eh bien, le chercheur va dire, voilà, je prendrai 50 personnes ici, 50 personnes avec le placebo et 50 personnes avec le produit à l'étude, ou un produit de comparaison, un produit à l'étude. Mais en fait, il n'a aucune idée, et dans de nombreux cas, les recherches échouent parce qu'on n'a pas vérifié la faisabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a 50 malades disponibles soit dans le service, soit au minimum dans la PHP, pour conduire ce type d'études. Et ça, c'est un verrou extrêmement important. Et cet entrepôt de données doit permettre donc de construire des études de faisabilité avant même en fait, la recherche. C'est quelque chose dont va dépendre la faisabilité au nom de la recherche. C'est encore quelque chose qui n'est pas inscrit dans les cycles de données classiques et qui pourtant a vraiment une existence tout à fait précise en matière de recherche clinique. Alors, je voudrais évoquer maintenant un troisième aspect qui est celui du partage des données, qui est identifié, donc le partage des données issues de la recherche clinique. En gros, vous faites un essai, comme je viens d'indiquer, comparatif sur deux médicaments ou sur deux traitements. Évidemment, vous savez que en matière de preuves scientifiques, l'une des preuves, enfin la reine des preuves, c'est la méta-analyse, c'est-à-dire vous avez des essais qui sont faits à droite à gauche sur le même sujet par des procédés statistiques particuliers. On arrive à faire comme si tous ces essais étaient un seul essai et évidemment avoir une puissance statistique absolument énorme pour pouvoir asserter telle ou telle chose. Donc ça, c'est de la méta-analyse, mais évidemment, ce qui serait encore mieux, c'est au lieu de travailler sur les papiers ou sur les données plus ou moins transmises au moment de la publication par les chercheurs, c'est d'avoir accès aux données primaires de toutes ces recherches. C'est le but, c'est la tendance, c'est le but d'un certain nombre de dispositifs dont le Research Data Alliance,
et s'est identifié dans le monde médical comme étant une issue cruciale, donc un enjeu crucial pour la science pour les années à venir. Des revues comme PLOS, vous savez, PLOS, c'est un éditeur relativement nouveau, il y a une quinzaine d'années maintenant, qui est un éditeur qui ne fait plus payer les lecteurs, mais qui fait payer les auteurs, les institutions auxquelles appartiennent les auteurs, avec un système de revue par les pairs tout à fait au point. Et PLOS est devenu le premier publicateur et éditeur d'articles scientifiques en matière médicale. C'est de l'ordre de 20 000 par an, enfin, c'est absolument énorme. Et avec un impact factor qui croît assez régulièrement, qui est à 4-5 maintenant. Donc c'est des choses que, sur des sujets un peu spécialisés, on peut tout à fait... Enfin, c'est pas honteux de publier dans PLOS. C'est pas l'harmattan, si vous voulez, des choses comme ça. Bon. PLOS rend obligatoire maintenant la publication, la mise à disposition en open access des données de recherche clinique, des données primaires de la recherche clinique. Et on a eu dans ce mouvement-là, alors pourquoi ils font ça? Ils font ça pas seulement à des fins philanthropiques de rendre la donnée accessible, mais aussi à des fins de preuve en fait. Alors, la possibilité, sans avoir besoin de descendre, de traverser l'Atlantique et de descendre dans le laboratoire allemand, suédois ou français, pour aller regarder comment ont été faites les choses. Donc là, on a les logs de toutes les manips qui doivent être livrés à PLOS ONE pour qu'on puisse faire les travaux de vérification éventuels nécessaires, et aussi parce que ça constitue un retour de mettre ça à disposition de la communauté. Ça permet d'autres recherches, c'est une manière de faire ce que ICMJ appelle un retour vis-à-vis de nos obligations éthiques vis-à-vis des gens qui sont prêtés à la recherche. Alors, ICMJI a publié une déclaration très récemment, donc dans l'année, en 2017, avec une mise en application à partir du 1er juillet 2018 sur le data sharing. Donc avec, alors c'est pas exactement l'obligation, puisqu'en fait cette mesure n'est pas et ne sera pas obligatoire, mais le ICMJI indique que pour autant il faut que les auteurs de recherche soient conscients que cette dimension apportera un plus à l'évaluation de leur papier. Donc ça veut dire en fait, si vous ne le faites pas, ce sera moins facile pour vous. Alors qu'est-ce que c'est que le IC? Alors ça c'est la publication dans le JAMA, mais ça a été publié à l'identique dans le New England Journal et dans d'autres journaux qui participent aux travaux de cet institut des MJI. C'est les Medical Journal Editors, donc c'est la réunion en fait des éditeurs de journaux médicaux. C'est un dispositif qui remonte formellement à 1978 et donc qui réunit vraiment les journaux médicaux à comité de lecture internationaux les plus influents. Voilà le NEJM, donc New England Journal of Medicine, impact factor 55, le PLOS c'est 4, 5. Hein. Vous voyez la différence. En fait, c'est pas 55, l'année dernière ça a été 72, c'est absolument énorme parce qu'il y a eu 2 papiers et qui ont été tellement cités en fait que tout d'un coup l'impact factor du journal, donc apprécié par le nombre de citations dans les autres journaux, a explosé. Donc cette réunion des éditeurs médicaux produit des normes éditoriales, mais aussi des normes éthiques sur l'opportunité de publier, et ils sont connus par un acte fondateur en 1978 à Vancouver, c'est quoi ça s'appelait encore le groupe de Vancouver des éditeurs de journaux, qui est la mise en œuvre. Voilà, les éditeurs de journaux disent, voilà, à partir de maintenant, nous allons prendre au sérieux l'article 8 de la déclaration d'Helsinki, donc la grande déclaration de l'Association médicale mondiale sur la déontologie de la recherche sur l'être humain. Et dans un petit articulet, disait, voilà, les éditeurs de journaux ne devraient plus publier les recherches qui ne sont pas capables de prouver qu'il y a eu un consentement au moment de la collecte des données et la revue du protocole par un comité de revue indépendant, un comité d'éthique. Personne n'y a cru, on a continué à faire comme avant. Et puis, 78, ben voilà, 80, premier article d'une équipe de Stanford qui est refusé par le New England, parce que la science est bonne, mais on n'a pas l'info et on n'a pas la preuve du recueil du consentement. Bon, là, c'est un espèce de cataclysme, enfin, et de séisme incroyable dans le monde de la science, des sciences biomédicales.
Et les efforts depuis Nuremberg, des juristes, des légistes du droit international, des réglementations nationales, des comités d'éthique, des comités de déontologie, qui n'ont servi à rien, et bien là, à ce moment-là, tout d'un coup, évidemment, le paysage change, parce que publish or perish, on met en place des comités d'éthique de la recherche, 1983 en France, à l'INSERM d'ailleurs, et puis petit à petit, tout ça rentre dans les pratiques en fait, de recherche, et la bonne science chasse la mauvaise, en tout cas sur le plan éthique, parce qu'autrement, on ne publie plus. Donc c'est vous dire si le signal qui est adressé par ICMG au monde de la recherche est pris extrêmement au sérieux, et il est très probable que les pratiques vont suivre de manière rapide et massive du fait de ce verrou, de cette menace de ne pas publier ou de publier moins facilement, faite par les éditeurs médicaux qui comptent. Voilà, donc les données de santé, c'est quelque chose qui est pris comment dire, dans deux contraintes qui sont paradoxales, enfin, ou éventuellement antagonistes. Hein. Contrainte de protection à cause du caractère personnel des données, protection des personnes contre les abus de la recherche, donc avec tout ce qui va porter sur les règles et les conditions de la collecte initiale de la donnée. Et puis, cet objectif, cet enjeu de partage des données, où il y a évidemment un intérêt scientifique énorme à ce que les données soient disponibles. Encore une fois, le traitement critique, c'est la collecte. C'est là-dessus que portent les contraintes normatives les plus fortes. Alors, je ne vais peut-être pas détailler ces contraintes, je les ai évoquées. Voilà, donc là, si vous voulez, vous avez ce tableau avec à gauche tout ce qui est recherche sur la personne, avec en plus de la protection des données personnelles, les réglementations sur la recherche, sur l'expérimentation sur l'être humain, et puis à droite, les recherches sur données qui ne dépendent que, enfin, où la charge normative est essentiellement sur le caractère personnel des données. Voilà, je passe là-dessus. Alors, vers une commodification, j'ai du mal à le dire, des données de santé. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que le régime d'accès aux entrepôts de données type SNIRAM, entrepôts de données de santé type SNIRAM ou APHP, c'est un compromis qui est de nature en fait administrative entre ces deux exigences. Protection des personnes et fin légitime de certains traitements, ces fins légitimes étant décrites dans la réglementation au sens le plus large, et excluant la finalité lucrative, enfin excluant les finalités directement lucratives. Parce que là aussi, il y a un peu d'opacité, et ce qui n'est pas lucratif aujourd'hui peut devenir extrêmement lucratif demain. Et puis, ce n'est pas parce que les fins ne sont pas lucratives que ça ne va pas coûter de l'argent aux utilisateurs. Donc là, il y a une zone d'opacité qui est en fait renforcée par, je dirais, là, ce n'est pas le lac de données, c'est le lac d'eau tiède, si vous voulez, des positions éthiciennes dans la doxa comme ça médicale. C'est très important, ça maintient la vigilance éthique, et en même temps, c'est un frein à la pensée et à l'action qui peut être assez gênant. Voilà, ce qu'on voit donc à l'heure actuelle, c'est quand même un mouvement extrêmement fort, en tout cas pour les données de la recherche en santé, vers une mise, enfin la conception de ces données comme étant un bien commun, hein, avec donc des licences d'utilisation du type Creative Commons. Et probablement, c'est un mouvement qui est incoercible, qui est appelé à se développer dans le monde de la recherche biomédicale, produisant donc et utilisant ces données de santé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci pour la présentation. J'ai une question à propos du consentement. En fait, évidemment, j'étais récemment à la RDA à Montréal où des groupes parlent consentement, et c'est dans le milieu nord-américain, je dirais biomédical ou pas d'ailleurs, dès qu'on enquête entre guillemets, on a des consentements écrits. Dans le contexte dans lequel on travaille, nous finalement, on a des populations analphabètes qui ne savent pas écrire. Et quelle est la preuve du consentement qu'on pourrait avoir, je dirais, qui soit accepté par la loi, mais aussi accepté je dirais par l'enquêté. C'est une question que j'ai posée et qu'on a discuté sur place. Et est venue la possibilité d'avoir un enregistrement oral, à la limite ça reste un enregistrement, ou le fait même que deux participaient à une étude,
est une preuve de consentement. Est-ce qu'il y a des approches sur cette deuxième partie en ce sens actuellement? Oui, il y a des approches. Alors ça dépend du type de recherche, ça dépend également du contexte. Bon, il y a une vision qui est purement juridique de la chose, qui est organisée autour de la preuve, mais qui est souvent surdimensionnée par les chercheurs. Il y a des tas de situations, et en fait, le règlement données personnelles, il y a tout un tas d'exemptions. Quand c'est pas possible de demander d'avoir un consentement écrit ou une preuve de ce type, il n'y a pas la preuve. Bon. On a également des choses qui sont dans le domaine du soin, en matière de consentement, mal connues des médecins, mais il y a les règles de bonne pratique, donc Haute Autorité de Santé, expliquent que le consentement préalable et l'information préalable au consentement préalable à des gestes médicaux graves, comme c'est demandé, eh bien, ne doivent pas être écrits. C'est un consentement, ça doit se donner par oral dans le cadre d'une conversation. Et en réalité, actuellement, dans les contentieux responsabilité médicale, lorsqu'on voit la notice descriptive de l'opération contresignée par le patient dans le dossier médical, produit par l'avocat du médecin incriminé, et là, ça commence très mal pour lui. Parce qu'en fait, c'est pris comme une espèce d'indication que le gars s'est centré sur la preuve et ne s'est pas occupé de l'information. Donc l'information, en matière de soins, la preuve de l'information, elle se fait par tout moyen, y compris une note dans le dossier médical. Ah oui, mais le dossier médical peut être falsifié. Bon, sans doute, enfin, voilà. Pour ce qui concerne les pays du Sud, qui peuvent être au Sud ou à l'Est, c'est assez loin, à l'Orient, il y a des consensus en matière de recherche médicale. Donc il y a une déclaration de Magny, 1980, qui traite le problème de la demande de consentement à ces communautés. J'ai travaillé avec justement le comité éthique de l'INSERM sur les protocoles Zika, avec une équipe qui avait fait des choses absolument extraordinaires. C'est qu'ils ont commencé par envoyer des ethnologues et des anthropologues sur place pour regarder un peu quelles étaient les conditions justement par rapport à la demande de consentement. Donc les anthropologues ont dit, mais attendez, signer un papier dans cette communauté, on ne signe que pour signer son testament, et c'est quelque chose qui est chargé symboliquement de manière telle qu'on ne peut pas procéder comme ça. Il faut s'y prendre autrement. Donc voilà, le comité d'éthique, en tout cas, là, dit on peut s'y prendre autrement, et juridiquement, ça tient également debout. C'est la différence qu'il y a entre la procédure d'obtention du consentement et la preuve de ce consentement. Il y a des cas où il faut une preuve écrite légalement. Enfin, c'est pas toujours... La fébrilité est complètement liée. Fébrilité intellectuelle. Absolument. La question évidemment qui est un peu au centre des préoccupations actuellement, c'est évidemment la récupération des données. Alors personnelles, puisqu'il est question de ça, des données relatives aux personnes, pour en faire un traitement qui est un traitement pseudo-scientifique ou scientifique. Je pense aux pratiques de Google, par exemple, ou d'autres firmes qui utilisent des données pour faire des statistiques, pour décrire des tendances, Google Trends, pour ne pas la nommer. Mais bon, on pourrait multiplier les exemples chez Amazon également. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, au-delà de la question de la personnalité de la donnée, ou que le fait que c'est finalement, est-ce que tout ça, c'est de la donnée scientifique, et quand on récolte des données comme ça auprès de personnes, ou qui concernent des personnes, est-ce qu'on peut systématiquement dire que c'est de la donnée scientifique? Donc ma question, elle n'est pas justement sur le consentement, mais elle est aussi un peu sur le consentement, dans la mesure où, quand on récolte ces données, est-ce que finalement les personnes savent que c'est pour en faire un traitement scientifique, que, autrement dit, le traitement a une finalité scientifique, puisque la finalité, conformément à la loi de 78, doit être indiquée aux personnes. Mais en fait, il n'y a pas de données scientifiques en soi. Voilà, donc ça veut dire que, évidemment, la question c'est la finalité scientifique ou pas. Donc la finalité scientifique, c'est ce qui permet de passer outre l'interdiction de collecter la donnée personnelle. Donc évidemment qu'il faut prouver, ou argumenter pour montrer que la finalité est bien scientifique, et puis le dire également à la personne auprès de qui on collecte. Donc voilà, ça c'est une première réponse. Après, ça implique aussi autre chose par rapport au GAFA, qui effectivement c'est un acteur dont je n'ai pas parlé, mais qui est une menace, si on peut dire, qui plane, enfin une menace ou une opportunité, on ne sait pas finalement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les données auxquelles ils ont accès pour l'instant, c'est des données qui ne permettent pas de faire beaucoup de science. Voilà, ça permet de faire de l'épidémiologie, d'écrire sur des tas de trucs. On ne sait pas bien à quoi les données disponibles à l'heure actuelle peuvent servir. Alors maintenant,
j'ai une application iPhone aussi dont je me sers pour compter le nombre de pas que je fais ou que je ne fais pas dans la journée. Et là, j'ai une fiche médicale. Il y a aussi tout un tas d'applications qui sont capables de capter un certain nombre de données et d'utiliser en fait l'iPhone comme capteur. Alors là, on devient quand même plus avec des enjeux qui sont compliqués. Alors maintenant, bon, moi je vois comment on fait sur le plan méthodologique des enquêtes épidémiologiques. Voilà, c'est pas le tout d'avoir plein de données, quoi. Il faut aussi avoir un peu de savoir à quoi ça correspond, quelle population, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il n'y a pas de doute que si Google s'y met comme ils s'y mettent maintenant, ils vont arriver à faire quelque chose de scientifique, hein. Alors, est-ce que ça peut être scientifique et en même temps lucratif, c'est-à-dire servir à des assureurs privés? Est-ce que ça peut servir également à des industriels du médicament? On peut imaginer que des assureurs privés aient une exigence aussi par rapport à la méthodologie employée par les GAFA. C'est-à-dire que si... ils ne vont pas acheter n'importe quoi. Ils ne vont pas acheter n'importe quoi. Donc, ça veut dire que quelque part, à un moment donné, il y aura bien un protocole qui sera certainement mis en place pour vendre quelque chose de qualité. Absolument. On parlait tout à l'heure, je crois que c'était avec vous des données marketing, etc. Mais les données qui servent à la prise de décision industrielle, elles ne sont pas moins fiables. C'est le niveau d'exigence en termes de fiabilité qui change par rapport à des données scientifiques. On est beaucoup plus exigeant en sciences. J'ai vu dans des vies antérieures prendre des décisions d'investissement de 30 ou 35 millions de francs de l'époque sur très peu d'études, en fait. Ah oui. Un peu d'études, mais très peu. Donc le niveau d'exigence n'est pas le même. Mais si on devait avoir dans l'industrie le niveau d'exigence qui est en biomédecine, on ne fera jamais rien. C'est pas possible. Alors l'appétit du cerveau restant supérieur encore à celui de l'estomac, on prend une nouvelle question. Je suis désolé. Non, c'est surtout, je la gardais pour la fin parce que c'est une question un peu finalement transversale aux différentes interventions de ce matin. Pour tout dire d'ailleurs un peu candide, j'ai noté un point commun assez fort entre les présentations. C'est notamment la problématique de la réutilisation évidemment des données produites par d'autres chercheurs. Et il me semble, donc l'interrogeant moi par mes propres pratiques scientifiques et par les champs disciplinaires que je connais le mieux, il me semble que là où que la pratique finalement de la réutilisation est assez courante dans les disciplines, mais peut-être que je me trompe, domaines dans lesquels la dimension applicative est assez forte, ou qui manipulent de vastes corpus de données pour monter en généralité, pour modéliser, etc. Et je suis frappé en fait parce que dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines que je connais le mieux, l'histoire, la science politique, la sociologie finalement, la réutilisation de ces données est loin, très loin d'être une pratique courante. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la table ronde de ce matin ne mobilisait pas précisément de chercheurs dans ces disciplines-là. Alors je me demandais par quoi ça s'expliquait. Si ça s'expliquait par le fait que, on sait aussi que les SHS sont des disciplines qui paradoxalement sont assez individualistes finalement, et qui ont peu l'habitude de travailler en réseau et à tout le moins en équipe. Ça s'explique aussi à mon avis parce que le chercheur, dès le début de sa carrière, dès sa thèse, est évalué dans sa capacité à inventer de nouveaux matériaux, de nouveaux corpus finalement. Ça s'explique aussi parce que les corpus en général en SHS sont très structurés et il apparaît souvent très difficile aux chercheurs de les partager avec d'autres, sans compter les problématiques de confidentialité, etc. Mais d'où ma question, ce qui m'intéresserait beaucoup, il me semble qu'il y a un enjeu assez fort, notamment en termes d'évaluation finalement de la pratique scientifique, et je me demandais si dans vos domaines, alors c'est peut-être une question que je pose pour cet après-midi ou alors pour le repas de midi du coup, mais si dans vos différents domaines il y avait eu une évolution en fait dans vos propres champs disciplinaires de cette nécessité de réutilisation des données sur les modalités d'évaluation finalement des chercheurs, et j'irais même sur le périmètre de l'excellence scientifique dans vos propres domaines. Est-ce que c'est quelque chose qui est désormais particulièrement valorisé ou pas, etc. Ça dépend des champs. Moi, dans le champ que je connais, en sciences sociales en santé, il y a une espèce de contamination des sciences sociales par les sciences biomédicales, avec des critères d'exigence qui deviennent analogues. Alors, ça présente tout un tas d'inconvénients, mais ça présente aussi quand même tout un tas de bénéfices pour la qualité de la recherche. Parce qu'on sort quand même d'années de recherche en sciences sociales sur la santé sans données. C'est pour ça qu'on ne les partage pas, c'est qu'il n'y en a pas. Vous allez faire un bouquin sur 15 interviews ou un article sur 3 interviews. Il n'y a pas de données.
Donc c'est de la recherche sans données. Alors qu'elle se présente comme étant de la recherche empirique, mais en fait la dimension empirique, elle est nulle. Et alors, il y a des recherches dans lesquelles cette dimension empirique est réellement maîtrisée. C'est vrai que l'usage du partage en fait des corpus, il est pas rentré dans les mœurs des sciences sociales en tout cas. Il y a un autre intérêt pour partager les données, c'est que je peux vous dire que sur les bases de données ou les données primaires qui sont publiées, c'est rarement plus de 5 ou 10% de ce qu'il y aurait vraiment à faire avec les données. Ça, c'est aussi un autre avantage. En matière de sciences sociales, c'est différent. Il est assez fréquent que les données, enfin que les papiers, les articles épuisent d'une certaine manière les données et qu'elles soient très difficiles à reprendre pour une autre équipe. C'est mon expérience. Je vous propose de clore cette matinée, mais avant de vous remercier une nouvelle fois pour votre intervention.